Bonjour, je suis Mehdi Randé et je vais vous présenter ce que Fabrice Tégon vous a annoncé comme une des grandes mises à jour, une des grandes nouveautés de la version 4, à savoir le nouveau webmail. Alors qui dit nouveau webmail, dit également ancien webmail, et en effet, avant la version 4, on avait déjà un webmail dans BlueMind, qui était un logiciel qui était basé sur Runecube, et on a décidé de entièrement le revoir, entièrement le réécrire, pour remplir 3 grands objectifs. Alors la première raison, c'est pour avoir une meilleure maîtrise de notre architecture. En effet, l'ancien webmail, il interrogeait le service de stockage de mail avec le protocole IMAP. Ce stockage de mail, lorsqu'on a développé le support natif du client Outlook, on a développé une nouvelle API pour venir l'interroger, une API qui porte de nombreuses améliorations au niveau fonctionnel et au niveau des performances. Et on voulait évidemment que notre webmail, qui est un de nos clients de référence, vienne utiliser cette API-là pour interroger le stockage. C'était aussi déjà le cas de Outlook, du coup, et des clients mobiles qui l'utilisaient. La deuxième raison, c'est que l'ancien webmail avait une architecture qui faisait que l'ensemble du code était exécuté côté serveur, tous les traitements étaient faits côté serveur, et ensuite, la page complètement rendue était envoyée vers le navigateur. Toutes nos autres applications qu'on a à BlueMind, que ce soit le calendrier, les contacts et les tâches, utilisent une architecture qui est la single page application, c'est-à-dire que tout le code est téléchargé par le navigateur fait tous les traitements, rend l'affichage, et si jamais il a besoin d'informations supplémentaires, il vient interroger le serveur pour avoir ces informations-là. Ça engendre un gros gain de performance au niveau serveur, vu qu'on n'a plus de traitement côté serveur, un gros gain de performance sur la bande passante également, et également un énorme gain de performance côté client sur la réactivité de l'application. Le traitement est fait instantanément côté client, et on vient juste avertir le serveur qu'il y a eu une mise à jour. Deuxième objectif, c'était pour remplir des enjeux fonctionnels. On voulait implémenter un certain nombre de grandes fonctionnalités dans le webmail, le mode Orling par exemple, ou le chiffrement côté client. Et dans l'ancien webmail, du fait de son architecture notamment, c'était très difficile, voire impossible. Il y avait également les interactions entre les applications. On voulait faire beaucoup plus interagir nos applications entre elles, mais elles n'avaient pas la même architecture. C'était extrêmement compliqué de venir afficher des bouts de calendrier dans le webmail ou des bouts de webmail dans le calendrier. Et enfin, la dernière raison, et ça je vous la présenterai tout à l'heure, c'est la mise en place de notre stratégie UX. En 2017, quand on a décidé d'attaquer vraiment ce chantier du nouveau webmail, on s'est aussi interrogé sur comment on voulait présenter les interfaces aux utilisateurs finaux. Quel était réellement le besoin? Est-ce qu'on doit remettre la technique au centre ou est-ce que c'est l'utilisateur qui doit être au centre de cette conception? Du coup, ça a fait l'enjeu de cette stratégie UX. Alors je vais vous faire un très rapide historique du projet. Comme je vous disais, on a commencé le chantier en 2017. Alors 2017, ça a été principalement une année où on a fait des définitions des grandes fonctionnalités qu'on voulait dedans, définition de comment on allait mettre en place cette stratégie UX, également définition de la stack technique, c'est-à-dire des briques techniques qu'on allait utiliser. Et de 2017 à 2019, on s'est attelé à créer un squelette, la structure de notre webmail, pour arriver en 2019 à avoir un client mail simple qui remplissait les grandes fonctionnalités du mail, et fonctionnel, mais pas complet. On s'est mis à l'utiliser d'ailleurs en production chez nous, fin 2019. 2019 à 2021, voilà, on a élargi le spectre fonctionnel pour arriver en 2021 à ouvrir les premières bêtas, début d'année des bêtas fermées, fin d'année les bêtas ouvertes. Et en fin de 2021 jusqu'à 2022, on a pris les retours des utilisateurs qui ont utilisé ces bêtas pour élargir compléter le spectre fonctionnel et arriver sur les dernières versions, sur la version 4.8, à avoir un nouveau webmail fonctionnel qui répondait à l'ensemble des critères d'un webmail avec nos fonctionnalités et notre nouvelle UX. Alors, je vous ai parlé de cette stratégie UX, de la conception UX. Alors, qu'est-ce que c'est que l'UX? Qu'est-ce que c'est que la conception UX? L'UX, l'expérience utilisateur, ça va être la relation que va tisser un utilisateur avec un logiciel. La manière dont il va recevoir les informations que vous lui fournissez, la manière dont il va les utiliser, et la manière dont il va interagir avec le logiciel pour arriver à remplir ses objectifs. La conception UX, c'est tout simplement l'intégration de ce besoin, la prise en compte de ce besoin dans chacune des étapes de la conception de votre logiciel. Alors à BlueMind, on a séparé cette conception, cette stratégie en 5 étapes. La première et la plus importante, c'est le fait de capter le besoin utilisateur, de récolter le besoin utilisateur. Ensuite, ce besoin, on va le transformer en scénario, on va le formaliser. Ces scénarios, on va essayer de leur trouver des solutions et on va les prototyper. On va valider ces solutions. Ensuite, on va passer à la phase d'implémentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on va suivre la vie d'une fonctionnalité de BlueMind, la recherche avancée dans le webmail, et on va la suivre au travers de chacune de ces étapes.
Alors comme je vous disais, la première étape, c'est vraiment le fait de récolter le besoin. Le besoin, c'est le cœur, c'est le moteur vraiment de cette stratégie-là. On a plusieurs canaux pour recevoir ce besoin utilisateur, pour capter ce besoin utilisateur. On va avoir notre support interne, on va avoir nos partenaires qui sont en contact direct avec les clients et qui ont leur propre expertise du milieu de la messagerie. On va avoir nos retours internes et nos experts internes. Notre service commerce qui va également faire des enquêtes de satisfaction chez nos clients. On a également un forum qui permet à la communauté de s'adresser à nous et à nous de nous adresser à la communauté. Et on a également créé un outil à Bluemind qui va nous permettre de centraliser ce besoin pour n'avoir, lorsqu'on va commencer à spécifier vraiment les fonctionnalités, qu'une seule source d'information, ne pas avoir de duplicat de données. Cet outil, c'est la Suggestion Box, qui va nous permettre de savoir un peu tout ce qui a été saisi dans les différents canaux qu'on a pour récolter le besoin, de les classer avec donner quels sont les composants qui sont impactés, combien il y a de personnes qui ont voté pour cette fonctionnalité, et du coup, nous, d'avoir qu'une seule source de vérité. Alors, une fois qu'on a récolté ce besoin, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le formaliser sous forme de scénario utilisateur. Quel intérêt de faire cette étape-là? Il va y avoir tout un tas d'acteurs dans le développement d'une fonctionnalité. Il va y avoir les développeurs, mais c'est que le bout de la chaîne. On va avoir le marketing qui va s'occuper de vérifier qu'on a notre image de marque, l'image du produit qui est véhiculée par la fonctionnalité. On va avoir les graphistes, on va avoir évidemment les utilisateurs, on va avoir les UX designers, les UX développeurs, et tout ce monde-là, il faut qu'ils comprennent la même chose lorsqu'on leur parle du besoin utilisateur. Et pour ce faire, on va créer des scénarios utilisateurs en utilisant une syntaxe commune. Cette syntaxe à Bluemind, on utilise un langage qui s'appelle Gherkin. Alors, il a deux avantages, ce langage. C'est que la première, c'est qu'il est documenté, et du coup, tout le monde peut monter en compétence dessus. Et la deuxième, c'est qu'à la fin du développement, c'est-à-dire au moment de l'implémentation du produit, la qualité, elle va pouvoir générer automatiquement des tests utilisateurs qui vont venir valider que les scénarios qui ont été écrits à cette phase sont respectés. Donc, des scénarios utilisateurs pour une fonctionnalité, on peut en avoir 1, 2, on peut en avoir 50, ça peut être très variable. Par exemple, pour la recherche avancée, on en a une vingtaine, je pense, à peu près. Alors, une fois que cette phase de scénario, elle est faite, il y a une phase très très importante qui est la phase de prototypage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette phase-là? On va prendre tous les scénarios qu'on a rédigés pour la fonctionnalité et on va les donner entre les mains de nos UX développeurs. Et eux, ils ont la charge de trouver des solutions, des enchaînements d'écran, des enchaînements d'actions utilisateurs qui vont remplir ces scénarios. Et ensuite, ils vont réaliser des maquettes et des prototypes pour représenter ces cheminements utilisateurs. Au cœur de ce prototypage, on a un outil qui s'appelle le Style Guide, qui est un dictionnaire de briques, un dictionnaire de composants basiques qui vont remplir tous les critères, toutes les contraintes qu'on s'impose à Bluemind au niveau de nos interfaces. Ce sont les contraintes de couleur, évidemment, les contraintes d'espacement, les contraintes de texte, les contraintes d'accessibilité. Toutes ces contraintes-là, elles sont respectées au niveau de chacune de ces briques. Par exemple, là, c'est une brique très basique, c'est les boutons. On va pouvoir définir au niveau de ce Style Guide, qu'est-ce qui se passe lorsque c'est un bouton qui vient définir une action dangereuse? Comment ça se passe lorsque le bouton il vient définir une action primaire, une action principale de l'application, ce qu'on appelle un call to action? Comment il se comporte lorsque la souris passe par-dessus, lorsqu'il a le focus, lorsqu'il a un icône, lorsque ce n'est pas qu'un simple bouton, c'est également une liste déroulante. Et ce qu'on va avoir pour un composant aussi simple qu'un bouton, on va l'avoir également pour des composants beaucoup plus complexes. Là, c'est notre composant Chuck Norris. C'est notre composant pour représenter les pièces jointes. Ce sont les pièces jointes dans des mails, ce sont les pièces jointes dans des événements. Et du coup, on va également décrire tous les comportements qu'il va y avoir. Le comportement quand on veut représenter un fichier vcard. Une vcard, c'est le fichier qui va lister les principales coordonnées d'un contact. Qu'est-ce qui se passe lorsque c'est un PDF, lorsque c'est une image, par exemple? Si cette image, on passe la souris par-dessus, on voit que directement, il y a l'action par défaut qui se déclenche, qui est le téléchargement dans ce cas-là. Qu'est-ce qui se passe également lorsqu'on est dans un formulaire, lorsqu'il y a une prévisualisation qui est possible? Immédiatement, l'action par défaut, elle se transforme en un petit œil. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a accès à une vignette? Ou même lorsque c'est invalide. Et tout ça, qu'est-ce que ça va nous générer? Pour chacun de ces états, on va venir créer une maquette. Nos UX développeurs, ils vont créer des maquettes pour représenter précisément chacun des états. À quoi ressemble un bouton qui n'a pas de texte, qui n'a qu'un icône, sur lequel une souris vient passer.
mais qui n'a pas le focus, par exemple. Et pour les boutons, ça va générer, par exemple, là, des centaines et des centaines de maquettes différentes. De même, pour notre composant de pièces jointes, également des centaines de maquettes. Et on va avoir la même chose pour chacun de nos composants basiques, que ce soit les champs de formulaire, que ce soit les tableaux, que ce soit les listes, les paragraphes, les titres, les séparateurs, etc., etc. Et même pour notre système de couleurs, on va avoir le même mécanisme. C'est-à-dire que nous, à Bluemind, on a un mécanisme de couleurs qui est basé sur 7 couleurs. Et on va essayer de décrire comment se comporte chacune des couleurs lorsqu'elle est atténuée, lorsqu'elle est mise en évidence, lorsqu'elle est mise en exergue. Comment ça va se passer si c'est une couleur de premier plan, de second plan, donc quand elle est utilisée pour du texte ou quand elle est utilisée pour du fond. Et comment va se comporter chacune des combinaisons de ces couleurs. Est-ce que ces combinaisons respectent nos règles de contraste? Et du coup, est-ce qu'on va pouvoir les utiliser? Et on va évidemment s'interdire toutes les combinaisons de couleurs qui ne respectent pas les contrastes minimums par rapport à l'accessibilité. Ça va nous permettre de vérifier évidemment que nos couleurs respectent nos règles de charte graphique et nos règles de contraste, mais également que si on veut, par exemple, définir un nouveau jeu de couleurs, pour un dark theme par exemple, eh bien, ça marche également, que toutes ces règles sont également respectées. Alors, avec cet outil, qu'est-ce que vont faire nos UX designers? Eh bien, comme je vous disais, ils vont prendre les scénarios, ils vont se les approprier, et ils vont dire eh bien, quel cheminement va faire l'utilisateur pour remplir ces scénarios. Par exemple, on avait un scénario qui disait lorsque le champ de recherche prend le focus, le champ de recherche qui se trouve tout là-haut, alors je suis un peu petit, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir le champ de recherche qui va s'étendre pour donner plus de place à la saisie. On va avoir des boutons supplémentaires qui vont apparaître ici pour filtrer par dossier, ici pour accéder à un formulaire plus riche, et tous les autres boutons vont se réduire. Et de la même manière, qu'est-ce qui se passe lorsque l'utilisateur commence à saisir eh bien, quelque chose qui ressemble à un nom d'utilisateur? Le formulaire de recherche va suggérer une recherche pour filtrer avec cet utilisateur, Pierre Baudraco. Et ainsi de suite, pour chacun des scénarios, on va avoir tout un tas d'écrans qui vont être générés. Là, on retrouve notre scénario sur le champ date, lorsqu'on va saisir quelque chose qui ressemble à un champ date, un calendrier qui apparaît pour aider à la saisie. Toutes les interactions avec les différentes parties de l'écran, donc là, le filtre sur les dossiers, et également les méthodes de saisie alternatives. Les méthodes de saisie alternatives, elles vont permettre de répondre à des enjeux d'accessibilité. Alors, quand on parle d'accessibilité, on pense souvent au handicap. En fait, ça va bien plus loin que ça, l'accessibilité. Il y a également le handicap situationnel, c'est-à-dire que c'est un handicap qu'on vit nous tous au quotidien. Vous avez de la lumière dans le lot, vous avez des mauvais reflets, les contrastes ne vont pas être bons. Vous n'avez pas accès à votre souris, vous êtes sur votre téléphone, ou tout simplement, vous n'avez pas la souris à côté de vous. Comment vous faites pour accéder à une application où ça marche avec le survol? Tous ces sujets-là d'accessibilité qu'on va traiter pour les handicaps majeurs, on va également les traiter pour les handicaps situationnels. Par exemple, vous avez une recherche extrêmement volumineuse, le champ de recherche n'est pas suffisant pour la représenter, eh bien vous allez avoir accès à des méthodes de saisie alternatives. Et pour chacun de ces écrans-là, vous allez également avoir la vision mobile du sujet, parce que le mobile, c'est pas uniquement je réduis l'écran et je réfléchis, est-ce que les composants passent? C'est également tous les comportements liés au mobile. Vous avez votre main qui n'est pas placée exactement de la même manière, vous n'avez pas le survol parce que vous n'avez pas de souris, donc il faut prendre en compte tous ces sujets-là, également au niveau de ces maquettes. Et ça, pour une fonctionnalité comme la recherche avancée, ben voilà, ça va nous générer tout un tas de maquettes, des dizaines de maquettes, pour, juste là, c'était la partie sur la recherche par date et par expéditeur. Une fois que nos UX designers ils ont représenté toutes ces solutions, on va venir les valider. Alors chez nous à Bluemind, on a un point hebdomadaire tous les lundis, qu'on appelle le point UX, dans lequel on va réunir un collège de toutes les personnes qui sont impliquées dans la réalisation d'une fonctionnalité. Les utilisateurs, le marketing, UX développeurs, développeurs front-end qui vont venir développer à la fin la fonctionnalité, la qualité, et on va venir revoir chacun de ces écrans, chacune de ces solutions pour voir si elle marche ou pas, si elle valide les scénarios ou pas, et si elle répond aux besoins ou pas. Ça, c'est une étape qui peut durer une semaine. En un point, c'est validé. Ça peut durer des mois et des mois parce qu'il y a énormément d'allers-retours. Une fois que ça a été validé, on passe à l'implémentation. Et après l'implémentation, comme je vous disais, on va générer des tests utilisateurs de manière automatique à partir des scénarios en Gherkin. On va également redonner
la fonctionnalité développée aux UX développeurs qui ont une checklist assez précise de tous les points dont vont devoir être vérifiés. Les sujets d'accessibilité, la navigation clavier évidemment, mais est-ce que également on peut accéder à la fonctionnalité via un screen reader, un lecteur d'écran, pour les personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes. Le tone of voice, le ton de la voix, la manière dont on s'adresse à l'utilisateur. L'accessibilité, c'est également ça, pas des phrases trop complexes, pas des phrases qui ne sont pas des phrases, juste un verbe ou juste sujet et action. Voilà. Pas de langage technique, évidemment. Également vérifier qu'on a une cohérence entre les maquettes et l'UI, parce que ça doit être pixel perfect, c'est-à-dire qu'on doit représenter exactement les maquettes dans notre implémentation, etc. Donc tous les cas, les edge cases, c'est-à-dire est-ce que quand il y a tout, qu'est-ce qui se passe quand on a trop d'éléments, etc., etc. Hop là. Alors évidemment, je vous ai décrit ça, mais la vie d'une fonctionnalité, c'est pas un long fleuve tranquille. Et on va voir tout un tas d'actions qui vont repartir en arrière. Vous déclarez un scénario, vous remettez en cause le besoin, parce que peut-être que vous vous rendez compte que le besoin n'était peut-être pas assez précis. Vous allez arriver à la phase de prototype, vous allez pouvoir remettre en cause les scénarios. Ce scénario-là, il ne marche pas, ou en tout cas au niveau de l'interface, on ne peut pas le représenter correctement, jusqu'à l'implémentation, où on va délivrer cette fonctionnalité aux utilisateurs, et ça va engendrer des nouveaux besoins. Ah, le démo du webmail, génial. Alors ça, c'est le résultat de cette stratégie UX, ça c'est l'ancien webmail. Et je peux passer au nouveau webmail du coup en venant cliquer sur ce bouton que j'ai là en haut à droite. Alors comme je vous disais, on a revu l'architecture et là l'ensemble du code du webmail était déjà téléchargé en fait dans la page, donc c'est pour ça que ça s'est chargé très rapidement et c'est pour ça que du coup il a pu m'afficher très vite les informations. Si jamais il y a une mise à jour, si jamais je reçois un mail, si jamais il y a quelque chose, le serveur va m'avertir qu'il y a une mise à jour et puis il va juste interroger pour savoir quelles sont les informations supplémentaires. Tiens, il y a Leslie qui m'envoie un message. Donc là, ce qui s'est passé, le serveur m'a averti, vous avez un nouveau message, vous avez une mise à jour. Le client, le navigateur, il va dire au serveur quelles sont ces mises à jour et le serveur lui renvoie uniquement les données de ce message-là qui viennent se mettre à jour, juste cette partie de l'écran. Donc là, un message urgent avec une pièce jointe, merci Leslie. Je ne vais pas l'ouvrir devant vous parce que je pense que ça doit être une photo de moi en slip qu'elle a pris hier soir. On verra ça peut-être plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les préférences et je peux avoir un peu plus d'informations sur ce message. Pour ceux qui utilisaient déjà BlueMind avant, on a revu entièrement le système de préférences pour les rendre beaucoup plus ergonomiques, beaucoup plus jolis aussi, permettre une recherche à l'intérieur. Et on peut venir affiner les champs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la densité d'affichage. Alors, on a 3 modes d'affichage. On va avoir un mode dense qui va vous permettre d'afficher le plus de messages possible dans la colonne du milieu. C'est le mode préféré de Pierre qui reçoit 400 mails par jour. Un mode normal où on va avoir des espaces assez importants entre les différents messages pour générer le moins de charge cognitive. Ça fait également partie des sujets d'accessibilité. Le fait que l'utilisateur ne soit pas surchargé d'informations et qu'il puisse rapidement trouver les actions que lui, il veut faire, qui l'intéressent. C'est la méthode que j'utilise moi parce que je suis de manière générale fatigué. Et la méthode, la vue complète, qui va me permettre d'avoir un peu plus d'informations sur le message. Alors c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais avoir un résumé de ce que tu me veux, Leslie. Mehdi, tu as un message urgent. Merci, Leslie. Ce que je vais faire, c'est que je vais le marquer comme lui, voilà, et je vais le marquer comme important, ça me permettra de le retrouver tout à l'heure. Alors on notera qu'il y avait des actions rapides sur le message qui permettent de faire les actions classiques de manière sans avoir à consulter le message, marqué comme lu, supprimé, marqué comme important, et c'est extensible via des plugins. Et on peut facilement venir retrouver ces messages dans une liste à part. Ce que je vais faire, c'est que pour pas que ça nous dérange pendant la démo, je vais les déplacer dans un répertoire séparé. Alors ça, je peux le faire en glisser-déposer de manière classique. On a également mis un outil en place, cet outil-là, qui va permettre de venir rechercher les dossiers dans lesquels on veut faire le déplacement. Ça a 2 gros avantages. Le premier, c'est que ça me permet de répéter une action que j'ai déjà faite. J'ai déjà déplacé dans les messages indésirables, je peux le refaire rapidement. Le deuxième, c'est que si j'avais une volumétrie de dossiers extrêmement importante, une grosse arborescence, on a des clients qui ont des utilisateurs qui ont 100, 1000, 10 000 dossiers, une arborescence de 10 000 dossiers sur le côté. Venir en glisser-déposer pour déposer dans le bon dossier, c'est un peu faisable. Donc là, on va pouvoir rapidement retrouver le dossier qu'on veut viser. Donc moi, je vais aller me le mettre dans « Avoir plus tard ». Avoir plus tard.
c'est un dossier que je n'avais pas encore, donc il me suggère automatiquement de venir le créer. Ce que je vais faire. Voilà, parfait. Alors j'ai un retour visuel que l'action s'est bien déroulée. Et puis, je peux venir retrouver mon dossier. Alors de la même manière qu'on l'avait pour déplacer le dossier, on va également l'avoir pour venir rechercher les dossiers sur la gauche. On peut venir filtrer par dossier, par exemple, avoir. Je le retrouve ici, parfait. Et puis je retrouve bien les messages dedans. On avait eu pas mal de retours sur l'ancien webmail, que la gestion des dossiers était assez difficile à utiliser. On l'a entièrement revu. On peut venir voilà, utiliser le glisser-déposer comme pour les messages. On va avoir les actions dans un menu contextuel, classique. Et puis on a accès à cette même petite boîte de dialogue pour venir déplacer le dossier comme on déplace un message. Allez, je reprends du coup la suite. Donc je vous parlais de l'architecture. Et du coup, cette architecture, elle va permettre, Leslie, laisse-moi tranquille une seconde, s'il te plaît. C'est toi qui veux que je tienne le planning, non? Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'elle me veut peut-être. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que les deux messages ont été regroupés sous la forme d'une conversation. Contrairement à l'ancien webmail, mais aussi à d'autres clients du mail du marché, la conversation a été regroupée même si les messages ne sont pas dans le même dossier. Par exemple, là, le premier dossier, il est dans mon dossier à voir plus tard. Le nouveau, il est dans ma boîte de réception. Ils ont été quand même groupés ensemble dans la même conversation. De plus, le précédent message, je l'avais marqué comme lu, donc il est réduit. Et le nouveau message, on le voit, il est entièrement déplié. Je crois que j'en ai une plus grosse de conversation. Voilà, celle-là qui en a 14. Eh bien, on voit que le premier message, il donne le contexte, on le laisse un peu affiché. Les 11 messages suivants que j'avais déjà lus, ils sont tous entièrement repliés sur une seule ligne. Et puis les deux messages que je n'ai pas encore lus, on les voit, hop, je peux les consulter facilement. Et puis si je veux, je peux venir tout dérouler comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement répondre à Leslie pour l'idée d'arrêter de m'embêter. Alors là, quand je réponds, mon composeur vient se mettre à la suite de la conversation. J'ai pas beaucoup de place parce que là, le webmail est zoomé à 150%. Bon, Pierre, il s'est mis tout au fond et je sais qu'en vieillissant, il a des mauvais yeux. Donc, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, comme ça. Parfait. Alors là, cette fonctionnalité qui permet d'ouvrir dans des nouvelles fenêtres, on va pouvoir continuer de travailler sur la fenêtre principale. Et puis, on peut ouvrir autant de fenêtres qu'on veut. On peut ouvrir des composeurs et on peut consulter des messages. On voit également que sur la colonne du milieu, là, on voit qu'il y a un brouillon en cours d'édition sur cette conversation. Ça me permet de rapidement savoir où est-ce que j'ai du travail en cours sur une conversation. Et puis je peux venir voilà, changer de dossier sur la fenêtre principale et puis continuer de venir éditer mes messages à côté. Hop, comme ça. Alors, je suis occupé. Alors j'ai deux manières de venir répondre à Leslie. Soit je peux venir taper comme ça. On a implémenté dans la nouvelle version du webmail les réponses types, les modèles de messages. Ça va nous permettre de venir composer des messages tout à fait normalement, et puis de venir utiliser ces messages pour générer des réponses. Donc là, par exemple, tous mes messages qui sont dans le dossier modèle qui se trouve ici, je vais pouvoir les réutiliser pour créer des messages types. J'en ai un qui est « Je suis très occupé », que je vais utiliser pour répondre à Leslie. Tac. Alors il m'avertit que le contenu de mon brouillon sera définitivement perdu, c'est pas très grave. Par contre, les destinataires, le sujet et les pièces jointes seront conservés. Et ce que je vais faire, je vais avertir, on a un groupe en interne qui est l'organisation de Summit, dans lequel on va avoir Pierre Baudraco, Leslie et je ne sais plus qui. Donc du coup, je vais avertir tout le monde que je suis occupé, comme ça personne ne va m'embêter. Donc, hop, je vais sélectionner ce groupe. On voit que c'est un groupe, vous voyez. On a l'icône ici qui permet de voir que c'est un groupe. Puis on a également un rappel de texte, toujours pour l'accessibilité, qui va nous dire qu'on a 3 membres dans ce groupe. Parfait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Le 3e membre, c'est le responsable de la projection. Il ne fait pas partie de l'entreprise. Et du coup, qu'est-ce qu'on vient me dire? On a une politique en interne qui dit que dès qu'on envoie un mail à une personne externe, immédiatement, on a une signature d'entreprise qui vient se suppléer à ma signature personnelle. Ça permet de définir des signatures. Votre administrateur définit une signature, elle va être utilisée par tous les collaborateurs lorsqu'il y a certaines règles qui sont remplies. Par exemple là, un destinataire externe. Et en effet, on va voir dans mon composeur, tout en bas, j'ai un petit bloc qui s'est rajouté, et c'est marqué, ce contenu est défini par votre organisation, il ne peut pas être modifié, mais vous pouvez le déplacer si vous voulez. Je ne pense pas que le responsable de la projection ait besoin d'avoir ce message, je vais l'enlever. Donc facilement, je peux venir
je peux venir déplier ce groupe pour avoir toutes les personnes qui en font partie et supprimer qui je veux. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre en photo pour montrer qu'on a du monde. Un joli sourire. Parfait. Tout le monde n'a pas souri, hein? Voilà. Photo submit, parfait. Tchac. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mon téléphone, qui est un téléphone de très grande qualité, il a fait une énorme photo, qui est beaucoup trop grosse pour que je puisse l'envoyer dans ce message. Qu'est-ce que me propose le webmail? Il me dit, ce n'est pas possible de faire cette action, mais ce que je vous propose à la place, c'est de venir l'envoyer sous la forme d'un lien partagé. Si la photo avait été un peu plus petite, il m'aurait dit, cette photo est quand même assez volumineuse, vous pouvez l'envoyer si vous voulez, mais je vous suggère de plutôt l'envoyer comme un lien partagé. Là, je n'ai pas le choix. De toute manière, c'est soit ça, soit je n'envoie pas mon mail. Ce qui va se passer lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, eh bien, le message, la pièce jointe, cette photo, elle va être uploadée, elle va être téléversée sur le serveur Bluemind. C'est pas automatiquement. Le serveur Bluemind va générer un lien qui va être consultable depuis n'importe où, qui aura une date d'expiration. Et c'est ce lien-là qui va être inséré dans le message. Et comme j'utilise le nouveau webmail, eh bien pour moi, tout ça, c'est totalement transparent. Que je sois côté émetteur ou côté récepteur, destinataire, je vais recevoir ce mail et je vais voir une pièce jointe tout à fait normale dedans. Juste le tout petit indicateur que je vais avoir, c'est un nuage à côté de la taille du message, de la pièce jointe, et là, le fait que mon message ne prenne pas de place. Pour une personne qui n'utilise pas le nouveau webmail, eh bien, il va avoir un encart tout en bas qui va lui dire qu'il y a une pièce jointe qui est sous forme d'un lien partagé. J'envoie le message, voilà, et on va pouvoir terminer cette présentation. Peut-être pas dans les temps, du coup, Leslie. C'est bien envoyé, c'est bon. Donc, je disais, alors là, c'est pas la même. C'est Pierre Baudraco qui a l'air fâché de ma blague, qui m'envoie un message. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que Pierre Baudraco nous envoie un message, on a un filtre au niveau de l'entreprise qui vient automatiquement le mettre comme important. Soit vous le consultez, soit vous êtes renvoyé. Mehdi, il faut que tu regardes, ça devient gênant. Je pense que si je regarde, ça va être encore plus gênant, mais je vais regarder quand même, je suis désolé. Donc, alors on voit que Leslie, elle a utilisé la même mécanique que moi, elle a également lié un fichier à ce message. Mais si on regarde dans l'encart de pièces jointes qu'on a vu tout à l'heure, alors déjà on retrouve le composant qu'on a vu tout à l'heure quand on a regardé le style guide. On voit qu'il y a 4 pièces jointes. Il y en a 3 qui sont des pièces jointes tout à fait normales. Et il y en a une qui a le petit nuage ici. Pierre, je sais que tu ne le vois pas, mais il est là. Et je peux interagir exactement comme avec n'importe quelle pièce jointe. Je peux faire une prévisualisation. Donc ça, c'est notre écran de prévisualisation. Et on a toutes nos pièces jointes qui sont là, et on va avoir le détail, et on peut les prévisualiser. Mehdi ne se rend pas compte qu'il y a un problème pendant sa présentation. Non, je n'ai pas l'impression. Sylvain me laisse pendant le summit. Le Polo Bluemind, je suis impeccable. Et notre fameuse vidéo qu'on peut prévisualiser aussi. Et beau gosse. Ah oui, ok. Et il n'y a personne qui m'a prévenu au premier rang, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le dos? Voyons voir ça. Qui c'est qui m'a collé ça? Évidemment, poisson d'avril. Votre solde CPF arrive à expiration fin 2021. En plus, c'est un spam. Ouais, super. Tout ça pour dire que... On va peut-être pas avoir le temps de faire la vraie démo, du coup. Hein. Ce qu'il faut retenir de tout ça, on a vu quelques-unes des fonctionnalités du webmail, et puis l'info webmail, vous en avez déjà utilisé, vous les connaissez, les fonctionnalités. Ce qu'on a cherché à faire avec cette stratégie UX dans ce webmail, c'est qu'à chacune des actions que va exécuter l'utilisateur, que ce soit le fait de déplacer ses messages dans une arborescence qui peut être volumineuse ou pas, consulter une conversation à travers plusieurs dossiers ou pas, utiliser des pièces jointes, volumineuses ou pas, toutes ces contraintes techniques, on a voulu que l'utilisateur, il les ignore complètement, qu'il puisse arriver à ses fins le plus facilement possible, le plus naturellement possible. Et ça, c'est l'enjeu de cette stratégie UX. Quand on est éditeur, on ne vient pas juste donner un produit qui va être consommé une fois, on donne une solution qui va s'adapter aux besoins de l'utilisateur, qui va vivre avec eux. Et Pierre Baudraco, il dit souvent que le travail d'éditeur, c'est pas une course, c'est un marathon. Cette stratégie UX, pour nos applications qui sont à destination des utilisateurs finaux, l'objectif, c'est que chacun des pas qu'on fait dans ce marathon,
qu'il soit fait dans la bonne direction. Je vous remercie.